Comment ils vont? Enfin, c'est la rentrée les potes. La Formule 1 fait son retour et ça fait du bien. C'était long, hein, mais on y est. Ce week-end, c'est le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. La hiérarchie est difficile à lire, certains sont déjà sous pression. Il n'est pas impossible que samedi et dimanche nous offrent des surprises. Bref, avant ce premier épisode de 2023, des choses à dire, il y en a pas mal. Allez, on en parle. Et abonne-toi pour bien commencer cette saison. Des previews comme celle-là, il va y en avoir 23. Donc pour ne rien rater, tu sais ce que tu as à faire. Bonne vidéo. Qui sera devant? C'est la grande question avant ce premier Grand Prix, forcément. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est Red Bull qui tient la corde, on a bien compris que le top 3 était figé, tout ça. Alors j'avoue qu'ils ont fait très forte impression sur ces tests, mais ça reste compliqué à lire. Les essais de pré-saison c'est spécial, on ne sait pas sur quel programme les équipes sont, quelle cartographie elles utilisent, bref c'est flou. Donc j'ai envie d'entretenir l'espoir d'une bataille pour ce premier Grand Prix. Bon après c'est vrai que chez les Bleus ça respirait la confiance. Pendant les essais la piste est dure à analyser, mais le hors-piste se déchiffre assez facilement. Comparez les visages chez Red Bull et chez McLaren, et vous comprendrez de quoi je parle. Du coup c'est ça qui rend ce week-end de GP très intéressant. Est-ce que Red Bull est vraiment loin devant? Ferrari a-t-elle caché son jeu? Franchement j'ai hâte de voir. Regardez ce qu'en a dit Charles Leclerc. Red Bull semble avoir une petite avance, mais ce n'est pas aussi net que tout le monde le dit je crois. Si on arrive à régler parfaitement la voiture, on peut gagner. Optimiste le Charles. Et oui, Bahreïn est un circuit qui convient historiquement à la Ferrari, donc on pourrait les voir pas trop mal dès ce week-end. Après, il faut toujours tempérer les choses. Parce que c'est vrai que pendant ces essais, comme l'an dernier, on a vu de la dégradation sur cette voiture. Du coup, comme l'a dit Alex Wurz, il se pourrait que sur des pistes où le sous-virage est moins important, il soit compétitif. Il y a donc un vrai point d'interrogation sur cette lutte pour la victoire, et on parle de Mercedes très vite dans la vidéo. On en parle énormément depuis les tests, d'ailleurs je pense que c'est ce dont on a le plus parlé dernièrement. Aston Martin a fait forte impression et selon les rumeurs pourrait jouer la 3ème place. Alors dans ma hiérarchie ils sont P4, vous pourrez la trouver dans mon débrief des tests de pré-saison. Mais aussi fou que ça puisse paraître, ils pourraient être beaucoup plus haut. En fait quand on regarde les datas des tests, notamment sur les longs relais, ils ont l'air super bien. Et le pire c'est que c'est presque un euphémisme. Sur les runs d'Alonso à plusieurs reprises ils se sont eux-mêmes rendus compte qu'ils avaient de la marge à la fin des relais, ce qui veut dire qu'ils avaient sous-estimé leur performance et qu'ils auraient pu encore plus taper dans les gommes. Regardez ce qu'a déclaré Fernando Alonso. Lors du dernier jour de test, nous avons fait une simulation de course de 57 tours, ce que nous allons donc faire à Bahreïn pendant la course. Nous avons fait la course avec le setup complet, même en changeant les pneus. Ferrari a fait la même simulation en même temps, avec la même quantité d'essence et les mêmes arrêts, et nous étions plus rapides. C'est quand même une sacrée déclat. Imagine la bombe que ce serait. En fait, apparemment, comme je l'ai déjà dit, cette voiture serait très bien née. Enfin, en tout cas, c'est ce que tout le monde semble dire dans le paddock. D'ailleurs, pour pousser un peu le truc, le média The Race a sorti un estimé de la hiérarchie, et il est assez hallucinant, notamment dans leur cas. Ça vous fait peur ou quoi? Moi, je trouve ça hyper enthousiasmant. Alors après, Aston Martin aura un peu de pression, hein. On ne sait pas encore qui de Stroll ou de Drugovich sera dans la voiture, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera un gros challenge. Dans tous les cas, j'ai hâte de voir où ils seront dimanche soir. Fin de partie de cache-cache pour Alpine, et c'est tant mieux. Parce que ces essais, si on se base sur le nombre de tours et les temps, ils ont été inquiétants. Sur les estimations, c'est la seule équipe qui n'a pas progressé au chrono, et ça contraste avec le body language de la team. Chez eux, il y avait pas mal de sourires, les pilotes étaient contents, tout avait l'air d'aller bien, ce qui me fait donc penser qu'ils ont bien caché leur jeu, et c'est à peu près ce que tout le monde dit. Écoutez cette déclat d'Esteban Ocon. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ce n'est pas le moment de se focaliser sur les chronos. Nous avons essayé beaucoup de réglages extrêmes et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont montré des images de nous rebondissant, alors qu'honnêtement, on n'en a pas souffert. Je suppose que c'est pour ça que tout le monde est inquiet, mais la voiture est clairement bien meilleure. Je garderai les faiblesses pour moi, mais elle est très stable en entrée de virage, ce qui donne beaucoup de confiance aux pilotes pour attaquer. Je vous le dis, ils ont joué à cache-cache les bleus. Ils n'ont pas mis les pneus les plus tendres, et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les pourcentages de pleine charge sur un tour par rapport aux autres équipes, bizarrement, ils sont beaucoup plus bas chez eux. Tiens donc, est-ce qu'ils nous prépareraient pas une surprise? En tout cas, sachez qu'une upgrade est déjà prévue ce week-end. Eh oui. Bref, ça va être intense. Vous pensez qu'ils ont caché leur jeu? Mercedes sera sous pression ce week-end, forcément. Il y aura beaucoup d'attentes autour d'eux parce que vous le savez, ils n'aiment pas perdre, et ils sont prêts à tout pour ne plus voir Red Bull gagner. Maintenant, est-ce qu'ils se battront aux avant-postes? C'est très difficile à évaluer. Ils avaient peu de vitesse de pointe sur ces 3 jours, mais c'est probablement dû à la cartographie utilisée. C'était compliqué sur l'arrière, donc j'ai quand même une petite réserve à leur sujet. En fait, cette voiture a l'air de manquer d'équilibre et c'est un peu ce qui m'inquiète. Ce qui me taraude aussi un peu, c'est que j'ai peur pour eux que ce concept zéro ponton ne fonctionne pas et qu'ils doivent tout reprendre à un moment donné. Maintenant, on n'aura pas beaucoup à attendre puisque les réponses, on les aura ce week-end. D'ailleurs, il y a une rumeur comme quoi on pourrait voir arriver une Merco avec des pontons à Sakir, ce que Toto Wolff a réfuté. En gros, ils veulent pas copier et je peux comprendre. Concernant les pilotes, sachez que Russell a changé d'ingénieur de course. Riccardo Musconi laisse sa place à Marcus Dudley, qui n'est pas le cousin d'Harry Potter puisque c'est un film, donc c'est pas possible. De son côté, Lewis a encore dit qu'il était ultra motivé. La saison n'a pas commencé, il ne pense qu'à son 8ème titre, donc on peut imaginer qu'il sera remonté à bloc. Vous les voyez faire quel résultat ce week-end? L'équipe qui devrait être le plus dans le dur ce week-end parmi les équipes du midfield, c'est McLaren. Vous le savez, si vous avez un peu suivi les essais, ils sont pas bien et personne ne s'en cache. Les pilotes ont affaire à une voiture qui a priori ne fonctionne pas, et selon Andrea Stella, elle doit progresser dans tous les domaines. Écoutez ce qu'il a dit.
Je ne dirais pas qu'il y ait un déficit spécifique dans certains domaines, ce sont des raisons diverses. En fait, selon lui, c'est le département aéro qui pêche, et le budget cap leur ferait particulièrement mal. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont devoir faire quelque chose, les Anglais, parce que j'en connais un qui ne va plus en pouvoir. Imaginez Norris, il sort en Q1 là. Il se dit quoi dans sa tête? Parce que les années, elles filent. Ça fait déjà 4 saisons qu'il est en Formule 1. C'est lui le pionnier de son équipe, mais est-ce qu'il a envie de racler les fonds de tableau? Je ne crois pas. En tout cas, on peut penser que c'est une des raisons qui mettra McLaren sous pression. Vous me l'avez demandé maintes et maintes fois cet hiver et aujourd'hui je vous réponds. Oui, Jean-Michel Prédiction sera bien là cette saison. Je vous rappelle le principe, je vous lâche une prédiction qui paraît impossible ou presque, et si elle passe, je suis content. Pas compliqué, non? Bon, ce week-end les gars, j'ai envie de me laisser tenter par un prono qui me fait kiffer. À Bahreïn, je sens une surprise. Un truc qu'on voit venir mais auquel on ne veut pas croire. Un truc fort, tu vois. Et oui, vous le sentez parce que j'ai teasé dessus dans mon débrief des tests hivernaux. Ce week-end à Sakir, c'est Fernando Alonso qui va faire un incroyable podium. Cette Aston, elle a de la gueule, Fernando, il a la dalle. Je pense qu'on a le combo parfait pour que ça arrive. Alors vous allez me dire, mais Alpine a caché son jeu, tu pourrais parier sur un double podium des Bleus. J'avoue, c'est pas l'envie qui manque, mais je sais pas. Je sens un truc avec le taureau des Asturies. Une odeur de bon choix, tu vois. Je suis sûr que oui. Bref, vous l'aurez entendu ici en premier. Donc ce week-end, mon gars sûr, c'est Fernando. Vous me faites votre prédiction? Jetons un œil à ce circuit de Sakir, qui soit dit en passant est au calendrier depuis 2004. Un tracé que j'aime bien en vrai, puisqu'il est assez complet et produit des courses qui peuvent être pas mal. Attention au vent par contre, et même au sable, qui peut s'inviter dans les dimanches soirs des pilotes. On se fait un petit tour ou quoi? C'est parti pour cette longue ligne droite dans laquelle vous verrez probablement le plus de dépassements. Ici, grosse pleine charge, sur le 8e rapport, avant de freiner le plus tard possible pour le premier virage qui est un peu vicieux. On descend jusqu'en seconde, et attention à la réaccélération vers le numéro 2. Là, c'est à fond dès que possible pour enchaîner sur la 2e ligne droite de ce circuit. Ici, le DRS sera disponible, donc vous verrez des dépassements. Au freinage du numéro 4, il faudra faire attention à ne pas sortir trop large. Le virage 5 marque le début du secteur 2 avec un enchaînement rapide qui débouche sur l'épingle du numéro 8. Et là, attention, parce qu'on va remonter à fond vers le 9, puis descendre vers le 10, qui est le virage le plus compliqué de ce circuit. En effet, le virage à gauche en descente, ça bloque souvent, et ça peut ruiner un tour. Ici, à la sortie, c'est à fond vers le 11, à noter qu'on aura une zone de DRS ici aussi. Au freinage, on descend en 4, et il faudra remettre les gaz le plus tôt possible pour remonter vers le 12 et le 13, qui marqueront la fin du 2e secteur. La suite, c'est simple, une nouvelle ligne droite sans DRS cette fois. Ici, les pilotes utiliseront l'aspiration pour se rapprocher de la voiture qui les devance, afin d'être dans la seconde, et avoir le DRS par la suite. Ils négocieront enfin les virages 14 et 15, où il faudra faire attention à la motricité pour aborder la ligne droite en toute confiance. À partir de là, c'est à fond, et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? Le programme de ce Grand Prix de Bahreïn. Vendredi à 12h30, on aura les Libres 1 et à 16h les FP2. Samedi à 12h30, ce sera les Libres 3 et à 16h la qualif. Et dimanche à 16h, le Grand Prix. Samedi à 19h, on sera en live chez Winamax avec Manu Moine et Jérémy de F1 à la loupe. Et dimanche, je commenterai le Grand Prix en direct avec Manu sur la chaîne Winamax TV. Donc gros week-end en perspective. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!